Au nom d'Allah, clément et miséricordieux. Le capitalisme et ses erreurs fondamentales. L'effondrement des États communistes plonge le monde contemporain dans un espace sans autre alternative que celle que propose et veut imposer le capitalisme. La preuve en est faite pour les chantres de cette idéologie que le seul système viable est celui du capitalisme. Dès lors, il est normal pour eux d'imposer cette vision du monde à l'ensemble des peuples, par la force et la ruse, en installant à la tête des nations des régimes politiques fantoches, soit en séduisant les populations des pays dits en voie de développement avec des clichés de bonheur et de bien-être. Mais au-delà de ces pratiques iniques, et de ces images diffusées en abondance d'occidentaux, baignant dans l'opulence, il est du devoir de tout un chacun de se demander si le capitalisme est viable. Il est en effet important, avant de se jeter sans réflexion dans les bras ouverts du système capitaliste, d'en étudier avec précision et en profondeur ses fondements pour se former une opinion juste et complète à son sujet. Origine et définition. Le capitalisme ou libéralisme est une idéologie qui se base sur la distinction et la séparation entre le temporel et le spirituel, conduisant ainsi l'homme à être lui-même son propre législateur. Le capitalisme prend son origine à l'époque des empereurs, des rois d'Europe et de Russie au XVIIIe siècle, qui utilisaient les prêtres et l'Église en général pour exploiter les peuples. Cette oppression a donné naissance à de grandes luttes intestines, entre d'un côté les bourgeois et intellectuels qui s'opposaient à la religion, et de l'autre ceux qui y tenaient et ne voulaient pas l'abandonner. Tous se mirent finalement d'accord sur la reconnaissance de la religion à condition qu'elle soit écartée du pouvoir temporel, c'est-à-dire que le pouvoir de l'Église religieuse ne s'applique plus dans la sphère publique et doit rester uniquement dans le domaine privé. Cette séparation a donné naissance au concept de laïcité. Dû à ce refus de toute forme d'oppression, le système capitaliste cherche à préserver les libertés fondamentales de l'homme, définies comme étant la liberté religieuse, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de comportement personnel, et la liberté de propriété privée. Cette nouvelle idéologie est qualifiée par ses adeptes de libéralisme, ou démocratie libérale, pour la rendre plus attractive. Cependant, le caractère prédominant de cette idéologie est sans nul doute la préservation du capital, d'où son appellation de capitalisme. La raison de cette focalisation sur le capital vient du fait que pour cette idéologie, le bonheur de l'individu ne peut se concevoir que dans l'accumulation du maximum de plaisir physique, et la capitalisation des ressources matérielles est la voie tracée pour atteindre cette fin. La démocratie était revendiquée avec autant d'insistance par les régimes communistes comme l'ex-URSS, en la qualifiant cependant de démocratie populaire. La démocratie libérale découle, en droite ligne, du credo capitaliste dans la mesure où l'homme libre refuse les lois du Créateur, et se décrète donc seul législateur pour régir sa vie. Un credo insatisfaisant. Le capitalisme, comme toute idéologie, se compose d'un credo duquel découle un système qui gère la vie individuelle et celle en société. Sous le terme credo sont regroupées l'ensemble des idées portant sur les questions fondamentales qui tiraillent tout individu au cours de sa vie. Ces questions surgissent dès qu'un individu prend conscience de son existence propre, de l'univers dans lequel il évolue, et de la vie au sein de cet univers englobant. Après ce constat simple, l'individu s'interroge alors sur ce qu'y avait-il avant l'homme, l'univers et la vie, ce qu'y aura-t-il après, et quelles sont les relations entre ces différents éléments. Il est important de voir que ces interrogations existentielles sont fondamentales, car l'homme bâtira l'ensemble de ses comportements en accord avec les réponses qu'il se sera données. Ainsi, il se fixe un cap à suivre dans cette vie, et mettra tout en œuvre pour l'atteindre. Or, le credo, ou la doctrine du capitalisme, repose sur une solution médiane, un compromis. Il n'a pas en effet réussi à trancher en donnant des réponses satisfaisantes aux questions fondamentales. Il ne rejette pas catégoriquement la religion, mais ne l'accepte pas complètement non plus. Il a préféré refuser de se préoccuper de la recherche de la vérité concernant les réponses de la religion, quelle que soit cette religion. En laissant ces questions existentielles en suspens, il en résulte une inquiétude perpétuelle, et une agitation au sein de l'esprit, qui seront une source de désarroi profond. Comment expliquer autrement la crise d'adolescence, le nombre important de suicides, qui est souvent la première cause de mortalité chez la jeunesse occidentale, avec plus de 2 tentatives pour 1000 habitants par an?
Même s'il n'en arrive pas nécessairement au stade du suicide, la plupart des Occidentaux vivant sous calmant et sont familiers des dépressions nerveuses. Comment expliquer que ces sociétés, à l'apparence radieuse, renferment autant de déséquilibres psychologiques si ce n'est par le vide et l'insatisfaction entretenue par le credo capitaliste? Ce malaise général, qui s'enracine jusqu'à l'empoisonnement chez toutes ces personnes traumatisées, vient du fait qu'ils mènent des vies sans vue fiable, ni clairvoyance. Ils n'ont aucune explication convaincante quant aux raisons de leur existence. Il est donc naturel qu'ils sombrent dans le découragement, voire le nihilisme dès lors qu'ils n'arrivent plus à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils ne comprennent pas en effet pourquoi ils devraient lutter et endurer les souffrances inutilement. La solution qu'ils adoptent, comme dernier recours, est de mettre un terme à leur vie qu'ils jugent insipide. D'autres encore choisissent le refuge des paradis artificiels, pour s'éloigner le plus possible de ces tourments. Le capitalisme prône que l'acquisition de la plus grande quantité de biens matériels et de jouissances physiques représente tout ce que l'on peut espérer de cette vie. Cette position ne comblera absolument pas le vide existentiel, et n'étant fait qu'un leurre, pour noyer ces questions fondamentales dans une insouciance de façade. Capital, exploitation et misère. En donnant la primauté à la préservation du capital, le libéralisme pousse les personnes qui adoptent cette idéologie à la recherche effrénée du profit. Lutter pour l'acquérir est normal, jouer des coudes et écraser les faibles est tout aussi naturel pour le capitaliste conforme à son idéologie. La logique du capitalisme montre que dès ses débuts, il s'est nourri de l'aliénation des peuples et de la classe ouvrière. Le colonialisme, l'esclavage et l'exploitation des ouvriers sont justifiés chez les adeptes du capitalisme. Il s'appuie sur l'idée que tous les moyens sont bons pour s'enrichir personnellement. Avec cette vision, il est par exemple légitime de se prostituer si cela se révèle être lucratif pour ceux qui la pratiquent. La dignité humaine, ou l'avilissement des êtres humains, sont des mots vides de sens pour les individus capitalistes dès lors qu'il y a un enjeu pécuniaire. De la même manière, les trafics de drogue représentent un commerce aussi légitime que celui de la carotte, des pommes de terre, ou tout autre produit. Dans cette logique, le vol et la fraude sous toutes leurs formes sont très prisés par les capitalistes, ceci parce qu'ils représentent le meilleur rapport entre profit escompté et effort consenti. Le libéralisme, n'imposant aucune barrière à la cupidité, développe nécessairement le sentiment d'individualisme et de cruauté entre les hommes, puisque dans cette vision du monde, l'autre représente un ennemi potentiel, entrave à sa quête de richesse. Il est donc nécessaire de mettre en place tous les moyens possibles et imaginables pour terrasser ses adversaires. Le capitalisme accroît par conséquent les inégalités entre les hommes et ne cherche absolument pas à les combler. Pire, le capitalisme justifie ces différences en prétextant que les plus aisés méritent leur fortune, car ils l'ont acquise grâce à la sueur de leur front. De la même manière, ceux qui sont dans une situation d'indigence méritent tout autant cet état, car selon le capitalisme, ils ont soit choisi de vivre dans cet état de pauvreté, soit ils n'ont pas suffisamment fait d'efforts pour s'élever financièrement. Ainsi, la condition de pauvre n'est pas perçue comme une situation anormale qui mérite un traitement de faveur particulier. Ceci reste valable tant à l'échelle des individus dans une société qu'au niveau des pays. L'Occident n'a par exemple eu de cesse de piller les ressources naturelles et humaines des nations du tiers-monde, sans se soucier de l'état de paupérisation dans lequel ils se trouvent. Il revendique même cet état de fait, et a le toupet d'expliquer à ces pays en voie de développement que le capitalisme est le modèle à suivre s'ils veulent rentrer un jour dans la cour des pays dits développés. Par conséquent, les sociétés capitalistes connaîtront toujours des oppositions fortes, des situations conflictuelles entre gens riches, entre riches et pauvres, entre salariés et chefs d'entreprise, entre les pauvres, entre époux, entre père et fils. Ces innombrables conflits sont la conséquence directe des valeurs capitalistes exclusivement matérialistes. Les tensions permanentes au sein de tous les individus mènent inéluctablement à des mouvements de révolte avec des revendications de justice et de partage des richesses. Tous les grands mouvements sociaux du XXe siècle s'inscrivent dans ce rejet des fruits de l'idéologie capitaliste. Il est donc aisé de voir que le capitalisme ne peut être supporté longtemps par les citoyens. Les grands penseurs capitalistes ont vite saisi qu'il était illusoire d'imposer le capitalisme aux populations, sans faire d'entorse à cette idéologie. Ils comprirent qu'il fallait amoindrir sa virulence, car sans cela, le capitalisme échouerait dès les premières crises sociales.
Otto von Bismarck, chancelier du Reich, dut décréter des réformes sociales et politiques pour lutter contre la montée du socialisme, revendiquant plus de justice. Il fit édicter en 1889 des lois aboutissant sur les assurances invalidité et vieillesse pour les ouvriers, permettant ainsi aux personnes âgées sans ressources et celles frappées d'incapacité de travail sur une longue durée de ne pas vivre dans la pauvreté. Toujours avec cette volonté de faire avaler aux populations la pilule indigeste du libéralisme, fut rédigé en 1942 le rapport Beveridge en Grande-Bretagne pour étendre la couverture sociale à l'ensemble de la population. Toutes ces mesures, suivies par d'autres vagues, et reprises dans la plupart des pays capitalistes, allaient inaugurer la naissance du concept d'État-providence, ou socialisme d'État, et n'ont pour réel but que de refréner toute velléité contre l'idéologie capitaliste. La liberté et ses contradictions. La notion centrale autour de laquelle s'articule le capitalisme est celle de liberté. Cet idéal est même considéré comme une avancée majeure et inestimable dans l'histoire de l'humanité. La jeunesse occidentale est éduquée dès le bas âge avec cette idée d'une vie d'être libre, dégagée de toute contrainte et règles. Les héros et modèles des sociétés occidentales comme James Dean et Madonna par exemple, personnifient cet état d'esprit. On apprend aux adolescents occidentaux que ce type de vie représente tout ce que l'on peut espérer et qu'il faut penser en priorité à accumuler un maximum d'amusement et de plaisir physique. La dépravation générale des mœurs des sociétés capitalistes est une conséquence normale et même souhaitée. En France, les manifestations de mai 1968 étaient nées d'une jeunesse réclamant une liberté totale et rejetant toute forme d'entrave à leurs désirs. Un des slogans lancés par les manifestants de l'époque était par exemple « Il est interdit d'interdire ». Suite à cette révolution avortée, beaucoup de pratiques considérées auparavant comme dégradantes devinrent totalement admises. Par exemple, l'homosexualité était considérée comme un crime abominable et abject. Aujourd'hui, elle est reconnue, intégrée et légalisée dans les sociétés capitalistes. L'évolution est telle qu'est couvert d'infamie non pas celui qui pratique l'homosexualité, mais celui qui témoigne ouvertement de son dégoût à son encontre. La pédophilie, la consommation des drogues, et plus généralement, la relégation au rang de sujet tabou ou rétrograde, des valeurs morales, sont des conséquences directes de ce souhait d'assouvir un idéal illusoire de liberté. D'autre part, en approfondissant l'analyse sur la nature humaine, nous arrivons au fait que ce sont les idées que l'homme s'approprie qui façonnent son attitude et son comportement. Si un individu est éduqué selon l'idée qu'être libre est l'idéal suprême auquel doit aspirer un homme, il refusera alors naturellement d'être restreint par des règles et lois comme l'exige toute vie en société. Pour régler cet antagonisme nécessaire, Montesquieu explique dans son livre « L'esprit des lois » que la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Ainsi, il est certain dans les sociétés capitalistes de rencontrer grand nombre d'individus qui feront tout pour se rebeller contre les lois. Il n'est par conséquent pas étonnant que les citoyens des sociétés libérales éprouvent du mal à être soumis à des lois puisqu'ils trouvent en elles des barrières à leur liberté plus que des directives qui découlent de convictions imprégnant leur personnalité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'enfreindre les lois sans danger d'être sanctionné peut se faire sans gêne ni scrupule. On comprend alors facilement que pour qu'un État capitaliste puisse imposer des lois, il doit déployer un nombre important de forces de police pour empêcher les individus d'enfreindre les lois établies. Il doit susciter la peur du gendarme, car sans cela, le désordre régnerait. Or, comme il est absolument impossible de mettre un gendarme derrière chaque citoyen, les infractions seront toujours plus nombreuses, les prisons combles, et les tribunaux de justice toujours plus débordés, jusqu'à atteindre la saturation, générant alors un sentiment d'impunité générale.